Le soldat romain tardif était-il vraiment si dégénéré et inférieur comparé aux légionnaires de la fin de la République romaine et du début à mi-empire romain? L'équipement de la fin de l'Empire romain était-il vraiment si inférieur et la discipline avait-elle vraiment autant décliné par rapport à la discipline du légionnaire des temps précédents? Eh bien, amis de l'histoire romaine, j'espère pouvoir vous montrer que même si à première vue cela peut sembler ainsi, en fait, le soldat romain de la fin de l'époque était aussi redoutable que le légionnaire initial. L'armée romaine de la fin de l'époque était-elle moins performante que celle des premiers temps? J'ai tenté de montrer dans une autre vidéo que ce n'était pas le cas. Les comitatens et limitanei, pris dans leur ensemble, se sont avérés être une force de combat redoutable, et nous avons découvert que l'Empire romain n'est pas tombé à cause de leur infériorité, mais parce que, premièrement, l'armée romaine de la fin de l'époque a été successivement détruite principalement dans des guerres civiles constantes, bien plus que lors des confrontations avec les envahisseurs barbares, et deuxièmement, il était vraiment difficile de trouver de nouvelles recrues à la fin de l'Empire, car le salaire d'un soldat était déjà tellement diminué par rapport à celui d'un soldat romain du début. Le deuxième point est lié à la dépréciation de la monnaie romaine. J'ai discuté de ces choses dans ces deux vidéos ici dans lesquelles j'ai analysé l'armée romaine dans son ensemble. Mais maintenant, j'aimerais examiner les soldats individuels de l'armée romaine tardive par rapport à l'armée romaine précoce et voir si c'est vraiment vrai que leur équipement s'est tellement détérioré et qu'ils étaient absolument inférieurs à un légionnaire précoce. Si nous examinons l'armée romaine précoce, et par là je veux dire l'armée romaine après les réformes du légendaire Gaius Marius en 107 avant Jésus-Christ, qui a complètement réformé l'armée romaine en le célèbre système de légions et auxiliaires, avec un équipement qui est devenu si célèbre. Après Marius, l'armée romaine était composée de soldats professionnels hautement entraînés, qui s'engageaient au service de Rome, recevaient un très bon salaire, et obtenait même une belle portion de terre après avoir servi Rome pendant 20 ans. De l'époque de Marius jusqu'à celle de Caracalla, donc pendant plus de 300 ans, on estime qu'il y avait environ 200 000 légionnaires. Donc, il s'agissait des unités d'élite avec l'équipement supérieur et qui auraient la citoyenneté romaine, composée donc de Romains italiques, et puis il y en avait au moins autant, probablement plus. Environ 300 000 troupes auxiliaires qui seraient recrutées parmi les populations locales des provinces romaines non italiques, qui n'étaient pas citoyens romains. Le légionnaire romain du début de l'Empire est ce qui est communément représenté dans les médias lorsqu'on parle de l'armée romaine. Il était équipé d'un casque galéa de forme typique, de l'armure de combat lorica segmentata, c'est la célèbre armure de combat segmentée, puis un bouclier rectangulaire appelé le scutum, puis une lance de jet appelée le pilum et l'épée courte romaine appelée le gladius, bien qu'il soit encore débattu de la fréquence réelle de cet équipement. Par exemple, l'armure lorica segmentata était vraiment très laborieuse à entretenir, et il est donc parfois pensé que tous les légionnaires ne portaient pas une telle armure, mais que la cotte de maille, la lorica amata, ou l'armure à écailles, la lorica squamata, était en réalité utilisée plus souvent. Quelques unités spécialisées, comme celles utilisant des armes de siège, par exemple des balistes et des onagers, faisaient également partie de la légion typique. Maintenant, si nous comparons le légionnaire aux soldats auxiliaires, nous remarquons immédiatement que l'équipement semble moins impressionnant. Au lieu de la lorica segmentata, ils étaient par défaut la lorica amata, et ils avaient généralement un bouclier ovale au lieu du scutum. En réalité, cet équipement rendait leur flexibilité plus grande, et donc ils n'étaient pas en soi inférieurs aux légions. Mais bien sûr, il y avait aussi des unités de cavalerie dans les forces auxiliaires, qui peuvent être divisées en lanciers lourdement armés et en cavalerie légère, et il y avait bien sûr des archers et parfois, mais beaucoup plus rarement, des frondeurs. Mais aussi des foederati, soldats alliés de tribus étrangères, étaient parfois déjà utilisés dans les auxilia comme en témoigne la colonne de Trajan. Cela signifie donc que pour avoir une force de combat équilibrée, les légions devraient être accompagnées de troupes auxiliaires, afin d'avoir également des unités de cavalerie ou des archers dans le mélange de combat. Et c'était essentiellement un système qui est resté ainsi, avec quelques modifications mineures, jusqu'à la crise du IIIe siècle, comme si souvent avec l'histoire romaine. C'est encore la crise du IIIe siècle où les choses commenceraient à changer de manière dramatique. Avant tout, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater nos futures vidéos sur la fin passionnante de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais particulièrement remercier notre nouveau soutien Patreon Sol Invictus.
Votre garçon Aurélien. Merci beaucoup, votre garçon Aurélien, pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube, et j'aimerais vraiment remercier chacun et tout le monde qui soutient cette chaîne sous n'importe quelle forme. Merci, mes amis Thibault. Maintenant, afin d'être plus polyvalent et de mieux pouvoir se défendre contre les invasions barbares plus nombreuses et plus agressives, il était nécessaire de réformer ou d'adapter l'ancien système légionnaire et auxiliaire du début de l'Empire. Dès 211 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla a accordé la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire romain. Ainsi, la distinction entre les légions et les auxiliaires n'avait plus de sens, puisque les auxiliaires étaient désormais aussi des citoyens romains, pas seulement les légions italiques. Puis les nombreuses incursions barbares des Alamans Utungs, Vandals Burgondes et des Goths, pendant le chaos du milieu du IIIe siècle, ont rendu nécessaire de pouvoir déployer des troupes dans des régions frontalières très différentes plus rapidement. Ainsi, un équipement était nécessaire qui était plus léger, plus polyvalent, plus facile à entretenir et à réparer. C'est probablement la raison pour laquelle, après 250 après Jésus-Christ, nous verrions de moins en moins l'utilisation de la lorica segmentata. Même si nous avons tous absolument adoré l'apparence de cette armure, elle était simplement vraiment difficile à produire et à réparer, et donc elle a lentement cédé la place à la lorica hamata et squamata. Cela ne veut pas dire que nous n'aurions pas vu une seule lorica segmentata en usage au IVe siècle, mais la vue aurait été rare. L'archéologie ne peut pas nous donner une réponse définitive quant à quand la dernière lorica segmentata a été utilisée, mais j'aime personnellement imaginer qu'il pourrait y avoir eu un ou deux soldats ultra-traditionnalistes, peut-être aussi tard que sous Majorien essayant de raviver le style de combat d'antan, ou de raviver les anciennes méthodes en portant une lorica segmentata, mais nous n'aurons peut-être jamais de réponse satisfaisante à cette notion fascinante. En ce qui concerne les unités à cheval, une utilisation agressive de la cavalerie par les Perses, les Sarmates, et plus tard les Huns, a rendu absolument nécessaire de mettre beaucoup plus l'accent sur la cavalerie. Ici, l'empereur Gallienus, souvent sous-estimé, est notable, puisqu'il avait déjà compris cette nécessité, et c'est lui qui a créé un corps de réserve de cavalerie mobile, afin de pouvoir répondre très rapidement aux menaces de l'Empire. La taille de la Légion commencerait également à être réduite, ne consistant plus en environ 5200 hommes comme à l'époque du début de l'Empire, mais plutôt comme 1500 hommes divisés en plus d'unités légionnaires. Ainsi, c'était dans les années tumultueuses de 230 à environ 280 après Jésus-Christ que l'Empire romain a failli tomber, que les unités militaires changeraient de manière spectaculaire. Les légions et auxiliaires classiques ont cédé la place aux comitatens et limitanei. Les comitatens étaient essentiellement la continuation des légions et étaient techniquement toujours des légions, mais comme je l'ai dit, de taille plus petite. Toutefois, l'équipement qu'ils utilisaient a réellement changé. Afin d'être plus flexible et mieux adapté aux nouveaux ennemis de Rome, le soldat typique du comitatu portait maintenant un type de casque différent. Il était plus encapsulé et aurait pu offrir une meilleure protection. Et il était appelé le casque à crête. Mais parfois, un type de casque fermé de style grenier était également utilisé. Et comme nous l'avons dit, l'armure préférée n'était plus la lorica segmentata, mais une lorica hamata ou squamata. Les unités dans les rangs arrière n'avaient souvent aucune armure du tout, probablement pour des raisons de coût et d'efficacité. Ainsi, les unités lourdement armées se battraient en première ligne, alors que les unités légèrement armées lutteraient en arrière. Le plus souvent, comme cela avait du sens, ces unités qui ne portèrent pas d'armure étaient utilisées comme archers. Ils portaient un clamus, un type de manteau, une tunique, des pantalons, un chapeau appelé le pilus panunicus, et non plus un gladius, mais une longue épée appelée la spata. Ils semblent déjà beaucoup plus médiévaux. Comparez cela à une unité plus lourdement armée, qui portait un casque de type crête ou grenier, un bouclier ovale, une longue lance, le spiculum, une armure lorica hamata ou squamata, et une spata. Et nous pouvons déjà deviner que c'était vraiment très différent des anciennes légions que nous imaginons normalement lorsque nous pensons à l'armée romaine. Mais ces comitatans étaient des unités d'élite, et nous ne devrions pas commettre l'erreur de les sous-estimer. Oui, à première vue, ils peuvent ne pas sembler aussi impressionnants que les anciennes légions, mais ils étaient mieux adaptés pour faire face aux ennemis du IVe siècle et des siècles suivants. Leur équipement reflétait la nécessité de l'époque. Leurs longues lances et leurs longues épées spata leur permettaient une portée supérieure à celle du légionnaire classique. Leurs casques à crête étaient plus fermés et offraient donc peut-être une meilleure protection.
Leurs boucliers ovales étaient peut-être plus simples à maintenir et moins coûteux à fabriquer, tout en offrant une plus grande polyvalence face à des situations de combat très différentes. Les différents types d'armures lourdes contre légères permettaient une utilisation plus économique de l'équipement, et les unités légèrement armurées n'étaient pas ralenties par une armure lourde et pouvaient donc changer de position plus rapidement. Tous ces changements ont rendu les armées de terrain comitatenses très polyvalentes, adaptées pour faire face à toutes sortes de menaces différentes auxquelles l'Empire serait confronté. Comme mentionné, la cavalerie était plus valorisée, la cavalerie romaine tardive utilisait des cataphractaires, des cavaliers d'élite lourdement armés. Cependant, même dans le dernier empire occidental, l'accent était toujours plus mis sur l'infanterie. Ainsi, les légions de comitatens étaient vraiment une force de combat redoutable. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'armée occidentale s'est dissoute à cause des guerres civiles constantes et de l'incapacité à recruter de nouvelles troupes en raison de la mauvaise situation économique et du faible salaire des soldats, ce qui à un certain moment l'a rendu extrêmement peu attrayant de rejoindre les légions. Comme illustré magnifiquement dans cette image ici, où nous pouvons voir un Romain se mutiler, une pratique très courante, surtout en Italie au IVe et Ve siècle, afin d'éviter la conscription, comme décrit par l'historien romain tardif, Ammianus Marcellinus. Les limitanei, d'autre part, les troupes frontalières, étaient souvent recrutées parmi les tribus locales, similaires aux unités auxiliaires d'autrefois. Assez souvent, les foederati étaient faits troupes limitanei, et ici aussi, leur équipement était parfois différent de celui des comitatens. Mais en général, ceux-ci étaient stationnaires aux frontières, où les incursions barbares se produisaient plus souvent après le IVe siècle, tandis que les comitatens étaient l'épine dorsale militaire massive, qui pouvait, en cas de besoin urgent, être envoyée à travers l'Empire pour renforcer les limitanei là où c'était nécessaire. Ce système a bien fonctionné pendant des centaines d'années, et le soldat romain tardif n'était pas inférieur au légionnaire précoce. Son équipement était mieux adapté aux besoins de l'époque, et en fait, les Romains ont remporté de nombreuses victoires gigantesques contre les envahisseurs germaniques jusqu'à la toute fin. En ce qui concerne le supposé déclin de la discipline, nous devrions être très prudents ici, parce que cette théorie provient en grande partie de Vigesius, un écrivain de la fin du IVe ou du début du Ve siècle, qui était un traditionnaliste, et pensait que les anciennes méthodes de l'armée romaine étaient meilleures. Il a propagé l'idée que l'armée romaine tardive était indisciplinée et dégénérée par rapport aux légions impériales précoces, et cette notion a fascinamment survécu jusqu'à l'époque moderne. Nous voyons à nouveau comment nos points de vue modernes sont parfois encore dictés et influencés par des écrivains anciens d'il y a 1500 ans. Je devrais faire une vidéo sur la façon dont notre vision de l'histoire romaine est très biaisée, car elle provient souvent d'historiens et d'auteurs qui sont souvent eux-mêmes biaisés. Mais l'armée tardive ne peut pas avoir été si dégénérée, car Stilicho a remporté d'énormes victoires contre de nombreux envahisseurs germaniques, même au début des années 400, les battant à maintes reprises. Puis plus tard, Constance III a eu beaucoup de succès contre les envahisseurs germaniques. Puis Aetius contre les Huns et Magorian contre les Burgondes et les Wisigoths. Ils ont tous encore remporté d'énormes victoires avec CS Comitatens et Limitanei, et ils se sont lentement dissous au cours du Ve siècle à l'ouest, parce qu'à un moment donné, il n'y avait tout simplement plus assez de revenus fiscaux pour recruter de nouvelles troupes de haute qualité. Et le salaire et les incitations à devenir soldats s'étaient tout simplement trop détériorés. Ainsi, à l'époque de Magorian, la plupart des troupes étaient déjà entièrement recrutées parmi les tribus germaniques et étaient composées de foederati barbares. Mais les comitatens et les limitanei ont survécu dans l'Empire romain d'Orient. Et la dernière légion romaine, en fait, la Legio Kingli Macedonica, peut être retracée jusqu'à la conquête arabe, et elle est mentionnée pour la dernière fois en 637 après JC, 700 ans après sa fondation, vraiment incroyable. C'est alors au 7e siècle que ces anciennes unités militaires romaines se sont à nouveau transformées en armée romaine orientale ou byzantine, sur laquelle bien sûr je devrais faire une vidéo entière, parce que même si elles étaient différentes, de nombreuses tactiques, stratégies et équipements romains ont survécu jusqu'au Moyen Âge dans l'Empire romain d'Orient. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la façon dont l'armée romaine s'est transformée du début à la fin de l'Empire, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la raison pour laquelle l'armée romaine tardive a eu tant de mal à trouver de nouvelles recrues, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les passionnés d'histoire romaine. Gratias tibiago e benevalete.